Nous voulons revenir au début de la conférence de presse. Parce que la coalition a été lancée, je crois, le 1er ou 2 mars. Le 1er mars. Ce que vous nous présentez aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est la coalition. Le programme adopté par les 4 partis, officiellement, c'est ça. On peut dire, voilà, la coalition créée il y a 3 semaines nous a présenté les grands points de son projet. Est-ce que c'est ça que vous avez adopté? Les 4 partis, c'est la position commune des 4 partis qui forment cette coalition. On va vous donner ceci, et je vous dis qu'il s'agisse de notre code de conduite, qu'il s'agisse de notre projet de statut, que nous ne vous donnons pas en tout cas, qu'il s'agisse du programme sur le changement, nous sommes tous entendus. Deuxièmement, comme il a bien dit, il existe d'autres partis, je vais les signaler, qui ont accepté de continuer avec nous dans un cadre de concertation. Il s'agit du parti Force démocratique unifiée, FDU. Il s'agit du parti PDP Imanzi. Et il s'agit enfin du parti démocratique rwandais, je pense. PDR, de quoi ça encore? Et nous sommes en concertation. Je termine par le 3e point, c'est vous dire que nous continuerons de consolider cette coalition et que, aujourd'hui, devant vous les journalistes, je me permets de faire un appel, je ne dirais pas solennel, en tout cas, un appel tout de même, à ce que le parti avec lequel nous avions commencé les négociations de départ, RNC, c'est quoi ça RNC? C'est Rwanda National Congress, de nous rejoindre pour que cette coalition soit encore plus forte. Nous ne voyons pas des raisons qui empêcheraient le RNC de rejoindre la coalition, puisque l'objectif visé est le même. Le changement fondamental politique au Rwanda. Donc, nous ne reculerons jamais. Cette coalition doit être confortée plus que jamais. C'est pourquoi, je pense que le Dr Mouraï l'a bien expliqué, quand il a défendu pourquoi nous avons approché le FDLR, c'est qu'ils veulent un changement de régime devrait être impliqué dans cette coalition. Cette coalition sera pacifique. Cette coalition voudrait travailler avec la communauté internationale pour faire pression, je ne fais que me répéter, pour que la communauté internationale exerce des pressions sur le régime afin que ce changement puisse avoir lieu. Un autre point pour finir, nous ne pouvons pas parler de changement sans y impliquer le retour des réfugiés qui est très important pour nous. Et pour que ce retour soit plus efficace, il est évident que les conditions internes dans notre pays absolument changent. Voilà, c'est ça pour répondre à votre question. Je voulais revenir sur un élément qu'on a déjà mentionné un peu. La vraie situation à l'intérieur du pays. On en parle beaucoup, on connaît évidemment des rapports même internationaux sur le développement économique, etc., etc. Mais comment vous vous renseignez sur la vraie situation? Est-ce que vous êtes sûr que votre information sur le mode de vie des gens, sur ce qui se passe sur les collines et tout cela, que vous couvrez vraiment la réalité du pays, parce que vous vous trouvez loin du pays, parce que, et avec les problèmes de communication, je veux dire communication ouverte, sans secret, est-ce que c'est possible d'être vraiment au courant de la situation à l'intérieur du pays, sur tous ces niveaux, développement, pauvreté, famine, tout ce que vous venez de mentionner? Moi, je ne deviens pas extrémiste en dénonçant chaque fois la communauté internationale. Comment les Occidentaux, eux, connaissent mieux la situation de mon pays plus que moi, tout en étant ici? Parce qu'ils y vont à mission. Moi, je ne vais pas à mission, mais j'ai quand même des connaissances là-bas. Et les gens qui sont au pouvoir, vous pensez qu'ils ne communiquent pas avec nous? Vous pensez que tout ce monde aime Kagame? Vous pensez, quand même, hein, nous recevons des rapports même secrets. Et puis aussi, nous informons auprès de certains décideurs de la communauté internationale. Je ne vous dirai pas dans quel pays j'ai été,
Mais une dame m'a dit, bon, moi, je ne fais que les analyses. Et ce que vous dites est vrai, parce que je décrivais la situation à l'intérieur de mon pays. La situation socio-économique est très déplorable. Et c'est compréhensible. En 1960-62, à l'indépendance, le Rwanda n'était que 2 450 000 quelque chose. Aujourd'hui, on est 12 millions. Quand la première fois que j'étais à Kigali, c'était le 4 septembre 1959. Je me souviens, Kigali était simplement 2000 habitants, 2400 personnes. Aujourd'hui, c'est presque 1 million. Le développement dont la communauté internationale continue toujours de chanter n'a pas été une réalisation de Kagame seul. Il y a eu la main ou l'effort du président Kayibanda lui-même et l'effort du président Habyarimana. Permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse. Habyarimana, quand le FPR attaquait, Habyarimana se préparait à recevoir un prix aux États-Unis, je crois, pour l'autosuffisance alimentaire. Souvenez-vous. Et M. Habyarimana, à un moment donné, je me souviens, il a voulu donner un cours de développement aux autres chefs d'État d'Addis Abeba. Vous le savez vous-même, le Rwanda était l'un des pays africains qui essayait de se développer à cette époque. Et effectivement, puisqu'on voulait installer des téléphones à la brousse, les centres de santé, etc. Aujourd'hui, on parle uniquement de... Quand même, que Kagame a fait des miracles. Quel miracle? Je n'en vois pas, moi. Le miracle seul qui peut m'intéresser, c'est d'assurer la paix à l'intérieur du pays et de permettre les Rwandais de vivre ensemble sans complexe. C'est ça le développement que je veux. Alors, les rapports nous parviennent de partout. Sinon, nous ne parlions pas un tel langage assez agressif. Donc, ne nous trompons pas. Et même ceux qui défendent Kagame, et souvent ils disent discrètement, nous le défendons, mais qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'il y a des pressions. Il y a un certain bicéphalisme en ce qui concerne cette région des Grands Lacs. Il y a le politique, mais aussi il y a des affaires. N'est-ce pas? Des affaires. Vous comprenez quand je veux dire affaires? Les affaires congolaises font que la situation ne change pas. Moi, adolescent, j'ai pleuré le 17 janvier quand on a annoncé au collège Saint-André à Kigali que Lumumba a été assassiné. C'était le 17 janvier 1961. Parce que je croyais que Lumumba allait tout changer. Bon, j'étais enfant, mais... Depuis que Lumumba a été remplacé par quelqu'un dont vous connaissez les études faites, je ne voudrais pas le dire, mais qui parlait un bon français, il a été au pouvoir pendant 32 ans. Qu'est-ce qu'on a fait au Congo? La destruction. Et pourtant, ceux qui exploitaient le cuivre n'ont pas pleuré, l'uranium, le diamant, l'or, quand même, hein, tout allait bien. Et il faudrait maintenir certaines personnes au régime, maintenir le régime au pouvoir pour permettre les moyens d'exploitation gratuits, sans que les paysans en profitent. Au Congo, les gens sont devenus dans la situation où ils étaient, je vais dire, avant l'arrivée des Européens. Puisqu'aujourd'hui, on se lave avec des herbes, pas avec du savon. Pas de route. Les laboratoires médicaux qui avaient été laissés par le colonisateur belge, vous allez à Kisangani, il y en avait, ça a été détruit puisque les arbres ont poussé dedans, jusqu'à détruire les briques et les fondations. C'est quand même une honte. J'ai envie souvent de poser la question, pourquoi les problèmes sont toujours au Rwanda, au Burundi et au Congo? Pourquoi? C'est quand même incroyable, ça. Donc, Kagame, revenons sur votre question parce qu'elle est pertinente. Il y a le politique. Politique, oui, je pense notamment aux pays de l'Union européenne qui peuvent nous aider. Mais aussi, il y a des affaires, c'est dont il a parlé, des lobbies invisibles qui font pression sur les décideurs européens et qui font pression sur les décideurs américains. Ces gens qui exploitent le coltan ailleurs, mais les Congolais qui creusent chaque jour le coltan n'ont pas de souliers. Ils mendient pour manger. Pourquoi? C'est ça le système que les gens voudraient maintenir. Et permettez-moi, je pense que j'aurai l'occasion de pouvoir visiter peut-être un jour le président congolais. J'ai eu l'occasion de le faire, mais discrètement, une fois. Mais regardez l'avènement de Kabila.
commencent à crier, voilà, nationalisme, tout ça, et les Rwandais doivent retourner chez eux. Il a été au pouvoir pendant combien de temps? De 1998 jusqu'à 2001, n'est-ce pas? Uniquement. Et qu'est-ce qu'il a remplacé là? Pour nous fermer les yeux. Un jeune homme de 28 ans. De 28 ans. Sans expérience. Ne connaissant même pas la géographie de son pays. La perpétuité dans les affaires, toujours. Le Congo a besoin d'être dirigé par des gens formés. Et il y en a. Mais ces gens n'ont jamais eu l'occasion. Curieusement, c'est lui qui n'avait pas été élu, qui a été apporté au pouvoir à 28 ans, voudrait même changer la constitution pour perpétuer son pouvoir. Et la communauté internationale va accepter. Et si je condamne, franchement, je condamne tant ce qui va se passer au Congo avec le changement de constitution, je condamne profondément ce qui va se changer au Burundi avec le changement de constitution. Et quoi encore? Au Rwanda aussi. Et au Rwanda également. Mais c'est quoi ces histoires-là? Je ne parle pas de l'Ouganda. Mais j'ai toute une histoire qui pourrait vous intéresser. Si vous pouvez m'aider à écrire un livre, j'écrirai des histoires. Moi, avec la révolution de choses de l'Ouganda, je suis allé à Kampala. J'étais très heureux de voir qu'un universitaire formé dans un pays progressiste, Tanzanie, est au pouvoir. Jeune. Il avait alors, je pense, 41 ans, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il veut installer une dictature familiale. Incroyable. Incroyable. C'est quand même incroyable. Tous ces chefs d'État-là sont intéressés par les affaires. Ah oui, l'un dit, mais on a découvert du pétrole, je ne peux pas quitter le pouvoir sans que, quand même, j'assiste au projet que j'ai commencé. Et l'autre vous dira, ah oui, nous avons Vision 2020, je ne peux pas quitter sans que je trouve... L'autre qui a été mis au pouvoir, écoutez, moi, je ne peux pas quitter sans que j'ai l'âge de Mobutu, peut-être. C'est quoi ces histoires-là? Et l'autre dit Burundi, au pouvoir de manière négociée, change de constitution.